Nous allons revenir sur le système dont nous avons calculé les efforts antérieurs. J'ai laissé à droite le schéma du funiculaire qui était celui sur la base duquel on a pu dessiner les polygones funiculaires qui caractérisent la géométrie du système que nous étudions. Et puis on avait utilisé donc les diagrammes de Cremona ou plutôt on avait tracé les diagrammes de Cremona de ces systèmes. Notamment, on avait vu, par exemple, tous les nœuds ici indiqués 1, 2, 4, 6 et 8, tous les nœuds pairs de ce système qui correspondent ici aux polygones indiqués par des couleurs différentes, les couleurs étant concordes. Je vous rappelle aussi qu'on avait noté en rouge les poutres, les barres comprimées, et les efforts correspondants se trouvent ici en rouge, et en bleu, les barres tendues. Je vous rappelle aussi qu'on peut retrouver l'effort entre deux barres, entre deux nœuds, pardon, en identifiant ici les côtés du polygone qui fait frontière entre les polygones d'équilibre de ces deux nœuds. Par exemple, la tension sur la barre 1-2, c'est une tension parce que c'est une barre bleue, sa longueur, donc son intensité, elle est donnée par ceci, qui est les bords du domaine qui est commun entre le domaine 2 et le domaine 1. Ainsi de suite, la tension dans la barre 2-4, on la lit ici, celle dans la barre 4-6 ici, et ainsi de suite. On avait également identifié les efforts autour des autres trois nœuds du système, les nœuds impairs 3, 5, 7, donc c'est pareil, il s'agit des rectangles rouges qui sont indiqués ici. Donc globalement, le travail qu'on avait fait nous avait permis d'identifier complètement le système. Pardon, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est plutôt là. Voilà. Il nous avait permis d'identifier complètement le système. Et donc, je peux me poser la question, ceci était le schéma du système qu'on avait calculé, qu'on avait étudié. Donc, je pourrais très bien modifier ce diagramme en réduisant sa largeur tout en laissant les hauteurs identiques. Qu'est-ce que j'obtiendrai comme conséquence? J'obtiendrai que ces lignes-là ont une inclination différente et donc ici, le système va changer ses angles. Donc, je montre ici ces changements. Voilà, on peut passer de ce système à ce système en modifiant la géométrie du polygone funiculaire et notez que cela implique un changement de l'intensité des efforts. Vous pouvez constater que ici, nous avons des efforts relativement importants parce que en fait, ces barres, ces longueurs rouges sont assez relativement importantes par rapport à cet autre système dans lequel les barres deviennent plus courtes, toutes les barres deviennent plus courtes. Quelle est la différence géométrique entre les deux? Les premiers systèmes, celui que nous avons étudié, donc des efforts plus importants, mais des barres plus courtes globalement, une retombée sous plafond si ceci est un plafond moins importante, à l'inverse de ce système-là, dans lequel la retombée est plus importante, les barres sont plus longues, mais elles sont moins sollicitées. Donc il existe entre ces deux systèmes, d'une quelque manière, un choix qu'on peut faire pour savoir lequel des deux sera préférable. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un système dans lequel les barres sont plus courtes, mais elles portent des efforts plus importants et donc elles doivent être plus, leur section doit être plus importante, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un système dans lequel les barres sont plus longues, mais leur section est moins importante parce qu'elles sont moins sollicitées du fait que les efforts antérieurs sont plus petits. Arrivons maintenant aux considérations finales de cet amphi. Alors, on a vu donc cette structure, on a vu qu'on peut également la réaliser avec plus ou moins de ce qu'on appelle ici retombée ou parfois affaissement quand on se réfère au funiculaire. Et il est intéressant de noter que aussi bien je peux imaginer, vous voyez, quand on passe de 3 à 4, on est en train
de déplacer, par exemple, on garde ce point fixe, on déplace cet axe vers la gauche, les lignes bleues s'inclinent davantage, par conséquent, la forme funiculaire acquiert plus de retombées. Eh bien, on peut penser de faire carrément traverser à l'axe de force cette ligne noire et donc parvenir sur des systèmes qui sont inversés par rapport au précédent. Vous voyez, on passe de ceci à ceci. Donc, des systèmes inversés dans lesquels maintenant la courbe funiculaire est devenue comprimée, c'est donc ce qu'on appelle un funiculaire inversé. Les bielles les montants qui étaient des montants comprimés, qu'on appelle parfois des pilettes, deviennent des montants tendus, on les appelle parfois des suspendes, et effectivement, la poutre horizontale qui était précédemment comprimée devient maintenant tendue, donc suspendue au suspente, comme on voit ici. Les forces qui étaient précédemment posées supérieurement par rapport à la poutre sont maintenant posées inférieurement. Vous pouvez remarquer qu'en fait, les deux systèmes dessinés qu'on est en train de comparer, ces deux systèmes-là, ils sont absolument identiques en ce qui concerne de l'intensité des forces. Simplement, tout ce qui est comprimé ici est tendu ici et inversement. Mais les intensités des forces sont les mêmes parce que tous les angles sont les mêmes et que les forces appliquées sont les mêmes. Alors, on peut aussi se dire, mais pourquoi ne pas marier les deux structures et réaliser une structure comme ça? Donc, dans cette structure, on a à la fois les funiculaires supérieurs et les funiculaires inférieurs. Donc, le supérieur est comprimé, l'inférieur est tendu. Les montants sont comprimés dans la mesure où on a mis les forces à haut, mais si on avait mis les forces en bas, les montants seraient tendus. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le funiculaire a changé, pardon, que le polygone de force a changé radicalement. Si vous comparez ces polygones avec les polygones de 5 ou de 4, vous pouvez effectivement remarquer qu'il est très différent. Je n'en ferai pas la construction ici dans la vidéo, mais vous pouvez essayer de la faire. Par exemple, vous pouvez contrôler dans les dessins que je vous ai montré ici que l'équilibre du nœud 3 est bien représenté par ces trapèzes, que l'équilibre du nœud 4 est bien représenté par ces triangles. Donc il est possible de construire évidemment l'équilibre de tous les nœuds de ces systèmes en suivant les mêmes passages qu'on avait fait précédemment dans cette séance. Encore une fois, ceci, ce n'est pas une structure dans le sens propre du terme, parce que c'est un système dont la forme dépend du chargement, mais c'est un système qui peut fonctionner à condition donc que le chargement soit toujours le même, ce qui est rarement, voire jamais le cas dans les constructions de génie civil. Donc si on revient sur le système 4, enfin pardon, 4 c'était ma numération à moi, sur le système avec chaînette tendue, avec funiculaire tendue, on peut, comme on l'a vu précédemment, on peut introduire des diagonales afin de générer une structure. Voilà, là je mets des diagonales. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que la géométrie n'a pas changé, les chargements n'ont pas changé, donc les équilibres sont les mêmes. C'est-à-dire que quand je regarde par exemple l'équilibre du nœud 2, qui était représenté ici par ce triangle, je vois que la barre 2, 5 continue à ne rien faire. Donc le fait de l'avoir ajouté me permet de transformer le système de mécanismes qui était dans une structure. Si jamais les efforts extérieurs changent, alors ces deux barres que je viens d'ajouter vont éventuellement se trouver à être chargées, mais par contre, tant que le chargement reste le même qui m'avait permis de calculer le mécanisme initial sans besoin de diagonale, eh bien les efforts antérieurs vont rester les mêmes. Donc effectivement, j'ai ajouté ici ces deux diagonales qui sont marquées en noir et sont déchargées dans les chargements indiqués. La même chose se produit lorsque je regarde l'autre choix des diagonales, qui est celui-ci. Donc c'est pareil, hein, c'est bien la manière d'empêcher les mouvements du mécanisme qu'on avait étudié auparavant.
ici, je place les diagonales de l'essence inversée que précédemment, mais encore une fois, les polygones de force n'ont pas changé. Tous les efforts antérieurs sont les mêmes parce que le chargement est le même. Et donc, ces diagonales que je viens d'ajouter, elles ne sont pas chargées dans ce chargement particulier. Si je répète, si je modifie les forces, il pourra s'avérer que les diagonales soient effectivement sollicitées. On va regarder comment ceci s'est traduit sur la structure à deux funiculaires. Donc ici, vous avez encore une fois des diagonales qui ne vont pas modifier les équilibres parce que pour ce changement particulier, elles vont rester, disons, inefficaces. Par contre, elles seront toujours là pour assurer la stabilité du système. Et puis un dernier exemple, si donc je modifie le système par rapport à la situation précédente, alors là, vous voyez que je n'ai plus la géométrie qui m'assurait l'équilibre que j'avais représenté précédemment. Je dois changer les calculs d'équilibre. Donc, pardon, je dois modifier les diagrammes de Crémonat qui est là afin de pouvoir représenter l'équilibre de ce nouveau système. Donc, ce système, il est similaire au précédent, sauf que maintenant, la partie supérieure de la poutre ne suit plus les diagrammes funiculaires, c'est autre chose par rapport à ce qui était auparavant. Les diagonales maintenant sont nécessairement chargées, même si le chargement appliqué est resté le même que précédemment, pour la raison que on a changé la géométrie et que la géométrie qu'on avait était la seule, ou elle appartenait en tout cas à un ensemble de géométries qui était adapté à ce chargement de telle manière qu'elle ne faisait pas travailler les diagonales. En modifiant la géométrie, évidemment, j'ai perdu cette propriété. Ces systèmes, vous pouvez vérifier encore les équilibres nœud par nœud. Donc ici, je vous montre le nœud 4 qui est représenté par cette espèce de triangle effacé, enfin, des triangles modifiés. Enfin, c'est pas un triangle, c'est un pentagone en forme un peu triangulaire. Et puis le nœud 3 qui est représenté par cette sorte de trapèze en forme de papillon. Voilà, en tout cas, les équilibres sont toujours faciles à déterminer par la méthode de Cremona. Avec cette dernière image, je vais donc conclure cette présentation. L'image que vous voyez est un cas particulier d'une famille de structures ou de poutres qu'on appelle les treillis. Ce sont des structures dans lesquelles tous les éléments sont triangulés. On dit, c'est-à-dire que vous pouvez toujours réduire l'image à un ensemble de triangles. Et on étudiera ensuite, dans la suite du cours, encore ces objets, donc leur stabilité et leurs caractéristiques structurelles. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est comment on peut parvenir à ces treillis en passant par une autre famille de structures. Donc on était parti de la structure funiculaire, on est passé par une autre famille de structures qui était celle-ci, où je peux la montrer oui, dans cette image. Donc dans cette image, on a une structure qu'on appelle une poutre sous-tendue. Lorsque, afin d'éviter ces types de mécanismes, euh, ces types de mouvements qui peuvent se produire, afin donc de transformer la structure, le système en structure, et on va non pas introduire des rotules dans les nœuds 3, 5 et 7, mais plutôt bloquer les montants à la rotation sur la poutre qui elle est continue. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ce type de structure des structures sous-tendues. Vous pouvez regarder des exemples de structures sous-tendues très facilement en cherchant sur Internet par ces termes. Et vous pouvez aussi regarder des exemples des structures funiculaires. Pardon, c'est celle-ci. Non, celle-ci, voilà. Des exemples de structures antifuniculaires portant par des tirants une poutre ou un tablier. Donc ça, c'est un mécanisme de franchissement assez diffus. Donc par exemple, à Paris, vous avez les viaducs d'Austerlitz qui fonctionnent d'une quelque manière un peu... ça, c'est bien sûr un schéma très simple, de manière intimement moins simple, mais grosso modo, comme ces systèmes-là. Voilà, merci de votre attention.